nous allons continuer cette belle matinée avec une intervention de Pascal Demurger, directeur général du groupe Maïf, et Emery Jacquia, président de la CAMIF, sur le rapprochement de deux entreprises à mission qui sera animé par Nelly Brossard. Alors bonjour à toutes et à tous. Merci Pascal et Emery. Donc on va continuer. Donc après l'intervention de Catherine, on a déjà parlé pas mal de ça, avec Thibaut aussi sur les entreprises à mission. Enfin, depuis ce matin, on parle beaucoup de ce sujet. Là, ce qui nous intéresse, c'est de regarder ces deux entreprises, comment elles se sont rapprochées. Elles ont une histoire, elles ont des valeurs. Elles sont extrêmement engagées toutes les deux, donc en fait elles se ressemblent extrêmement fortement. Et donc le premier point, c'est bien de comprendre, on va commencer avec Pascal, quelle est Pascal ta vision et tes engagements en fait en termes d'entreprise à mission? C'est une vaste question, mais on va essayer de faire. Vaste question, bonjour à tous. Déjà, l'idée même d'une entreprise à mission, c'est-à-dire que l'idée même d'une entreprise qui aurait une responsabilité au-delà d'elle-même, et se fixerait des objectifs qui ne soient pas simplement tournés vers elle, c'est une idée aujourd'hui qui commence à nous apparaître comme étant banale, qui en réalité est une véritable rupture conceptuelle entre guillemets. C'est-à-dire que la conception classique que chacun se faisait de l'entreprise, c'était précisément un organisme qui n'a d'objectif que tourné vers lui-même. Objectif de croissance, objectif de développement, objectif évidemment de pérennité. Et aujourd'hui, il y a quelques années déjà, est apparue, se développe l'idée que l'entreprise est en réalité un être social, évoluant dans un environnement et ayant des impacts sur cet environnement. Et donc, par hypothèse, s'il a des impacts, il a aussi une responsabilité, que ce soit sur les sujets sociaux, sur les sujets environnementaux. C'est bien ça que le statut d'entreprise à mission traduit au fond, une espèce de reconnaissance législative du fait que l'entreprise a un rôle à jouer au-delà d'elle-même et sur son environnement. Nous sommes devenus, pour ce qui concerne la Maïf, entreprise à mission relativement tôt. Dès que la loi a été adoptée, on a affiché notre souhait de le devenir. C'était pour nous une évolution complètement naturelle, dans un contexte dans lequel la Maïf est très engagée depuis longtemps sur différents plans. Donc pour nous, c'était évident. Et ça a permis, à la fois d'une certaine manière, on est resté dans la continuité, puisque pour nous, c'était pas un point de départ, c'était vraiment, ça s'inscrivait dans un continuum. Donc on a continué les engagements que l'on avait déjà. Mais ça a quand même modifié des choses. De deux natures. D'abord, ça a d'une certaine manière permis de systématiser l'engagement de l'entreprise et systématiser le réflexe des équipes qui, désormais toutes, ont un réflexe consistant à se dire, au fond, comment je peux exercer mon activité en recherchant l'impact le plus faible possible ou éventuellement le plus fort s'il est positif, notamment au plan environnemental, mais aussi au plan social. Et donc, dans l'entreprise aujourd'hui, il y a vraiment cette démarche généralisée de se poser la question. Je suis, je sais pas quoi, moi, patron de l'indemnisation. Je suis patron des services généraux, je suis patron de la finance et de la gestion des actifs financiers, quel que soit mon métier dans l'entreprise ou de l'IT, et il est là, quel que soit mon métier dans l'entreprise, je m'interroge sur la manière de l'exercer au mieux évidemment, mais avec l'impact le moins fort possible. Ça c'est le premier changement, je pense, dans ce changement de statut en étant devenu entreprise à mission. Et puis le deuxième changement, c'est qu'évidemment on crée un mouvement qui est totalement irréversible.
En devenant entreprise à mission, on donne à voir que l'on est entreprise à mission. C'est évidemment une information publique. Il y a un comité de mission qui est créé, une gouvernance particulière qui est mise en place. Ce comité de mission établit un rapport annuel sur la manière dont l'entreprise poursuit sa mission et remplit ou pas ses objectifs en la matière. On se soumet au regard d'un auditeur externe, qui là aussi va émettre un jugement sur la manière dont on a rempli ou non les objectifs. Tout ça est rendu public. Et évidemment, dans la mesure où c'est rendu public, d'abord, et bien sûr, ça oblige, ça contraint, il faut bien remplir les objectifs que l'on s'est assignés, mais par ailleurs, ça crée quelque chose d'irréversible. Et ça change le regard, à la fois que les gens en interne ont sur ces engagements, mais aussi que les gens en externe ont sur l'entreprise et la manière dont elle est engagée. On n'imagine pas demain, ou dans 5 ans ou dans 10 ans, la Maïf dire écoutez, non, finalement, on ne veut plus être entreprise à mission. On revient en arrière. C'est quelque chose de relativement imaginable, ou en tout cas, je ne voudrais pas être le dire comme de la Maïf le jour où cette décision sera prise. Et donc, on voit bien que ça crante quelque chose encore une fois, de définitif, ce qui change complètement tout, bien sûr, dans la manière dont les gens se représentent la chose. Merci. Je ne sais pas du tout combien de temps, il faut me dire si je suis trop bavard. C'est parfait, Pascal. C'est fini, merci. Emery, juste ta vision, oui, donc en quelques mots, ta vision à toi, côté CAMIF, parce que c'est justement intéressant de voir aussi sur une autre activité. Côté CAMIF et aussi côté communauté des entreprises à mission, parce que ma vision, c'est que l'entreprise et probablement a toujours été et sera toujours le plus puissant levier de transformation de la société qu'on ait à disposition. Or, aujourd'hui, on a pris conscience du lien entre nos modes de vie, nos modes de consommation, de production, nos modes de faire entreprise et les dérèglements qu'on observe. Et donc, il y a urgence à activer l'outil qu'on a, le meilleur outil qu'on ait, le cadre de l'action collective qu'on a, c'est l'entreprise, pour résoudre les enjeux qui sont les nôtres. Et c'est, je pense, une attente croissante des citoyens, des consommateurs et de nos propres collaborateurs sur l'engagement de l'entreprise. Alors pour CAMIF, ce chemin a démarré assez tôt. En 2009, on fait le choix déjà de miser sur une proposition de valeur au moment où on relance CAMIF autour du local, du durable. On fait le choix du Made in France. Et le chemin vers l'entreprise à mission s'est fait avec une rencontre, celle des chercheurs de la chaire théorie de l'entreprise de l'École des Mines en 2013. Et eux avaient, pendant la crise financière de 2008, considéré que la crise financière, ce n'était pas une crise financière au fond, c'était la crise de l'entreprise et qu'il y avait urgence à refonder l'entreprise et à se reposer finalement la question de à quoi sert l'entreprise. Et c'est la première des questions qu'on s'est posées en 2013 avant d'aller chercher des nouveaux clients, parce que CAMIF, c'était quand même beaucoup d'instits à la retraite, on va dire, en 2008-2009, c'était l'essentiel de la clientèle. Et bon, on savait que l'avenir de CAMIF passait par la conquête de nouveaux clients. Et avant d'aller chercher de nouveaux clients, on s'est dit, mais ce qui est hyper important, c'est qu'on repose la question du sens de l'entreprise, de pourquoi elle existe. Qu'est-ce qui serait fondamentalement différent si elle n'existait pas? Qu'est-ce qui serait différent si tous les acteurs de notre marché adoptaient les bonnes pratiques de la CAMIF? Et donc, on a fait un chemin qui a duré 2 ans et demi pour formuler notre raison d'être qui tient en 2 phrases, ce qui nous rend pas très efficace, mais très collaboratif, parce qu'on s'est nourri justement du regard de l'ensemble des parties prenantes, des clients, des fournisseurs, des collaborateurs, des acteurs du territoire, sur au fond, quelle valeur créer l'entreprise pour elle. Et fort de cette matière, on a formulé donc notre raison d'être qu'on a inscrit dans nos statuts en 2017, proposer des produits et des services dans la maison au bénéfice de l'homme et de la planète et mobiliser tout notre écosystème pour imaginer les nouveaux modèles de consommation, de production et d'organisation. Et la transformation de l'entreprise, elle a été accélérée à ce moment-là, parce qu'on avait clarifié le sens, parce qu'on avait inscrit dans les statuts, donc aligné les actionnaires sur le fait que l'entreprise n'était pas là uniquement pour faire du profit, à leur profit propre en fait, mais pour un sens plus large, pour contribuer au bien commun. Et puis la traduction de la raison d'être, et ça c'est le point essentiel, c'est l'ancrage de la mission dans le cœur du modèle de l'entreprise. C'est probablement ce qui différencie une démarche de RSE classique de la démarche d'entreprise à mission. C'est qu'au-delà d'être responsable, il s'agit aujourd'hui de contribuer positivement à faire naître ce monde plus soutenable, cette économie plus soutenable. Et donc cette traduction au cœur du modèle avec 5 objectifs de mission qu'on s'est fixés a accéléré la transformation de l'offre
de la clientèle. Un exemple, quand on inscrit dans nos statuts en 2017 de faire de l'économie circulaire notre standard, ça nous oblige à revoir les 20 000 références du catalogue Camif dans l'équipement de la maison, du mobilier, de la literie, du linge de maison, et se poser la question de comment sont fabriqués ces produits, comment on peut faire mieux avec moins. Et on lance là une démarche en se disant bon, on ne va pas dépendre de nos 125 fabricants français qui représentent 78% de notre chiffre d'affaires pour faire ce travail d'économie circulaire, il faut qu'on le fasse nous-mêmes. Et ça nous a emmené vers une transformation profonde de notre propre métier, puisqu'on est passé du métier historique de Camif, qui était un métier de distributeur, à un métier d'éditeur où on développe nos propres collections. Et ça génère trois effets très positifs. C'est probablement un des invariants d'une bonne démarche d'entreprise à mission. C'est un levier d'engagement pour les collaborateurs, c'est un levier d'innovation et c'est un levier de performance. Là, on a lancé en 2017 cette démarche de développer des produits en économie circulaire en mobilisant tout notre écosystème, des fabricants, des designers, des experts de l'économie circulaire, des consommateurs. On a sorti les premières collections en 2018. Là, cette année, on a sorti un premier matelas entièrement fabriqué à partir de vieux matelas recyclés, le matelas Timothée, qu'on retrouve sur camif.fr. Timothée, c'est important de bien dormir quand même, donc on y passe 8 heures par jour. Et Timothée, c'est un très bon exemple de comment on peut incarner concrètement dans l'offre la mission et comment ça crée de la valeur. Ces développements de produits exclusifs à Camif, on ne les retrouve pas sur les autres marketplaces, ça protège nos marges. On gagnait presque 7 points de marge sur les produits exclusifs par rapport aux produits standards. Donc ça crée une valeur économique pour l'entreprise et pour ses partenaires et ses fournisseurs. Ça crée une valeur sociale, on a pu mesurer quand on crée un emploi à Niort, parce que Camif est à Niort, c'est 10 emplois en France qu'on soutient. Et une valeur environnementale, parce que l'ACV qu'on est en train de faire sur le bilan un peu carbone du produit, il est bien meilleur que, en gros, 50% inférieur à un produit qui serait fabriqué à l'autre bout de la planète et avec de la mousse issue du pétrole, par exemple. Voilà. Donc, levier d'innovation qui se traduit en levier de performance, tout ça induit par une mission très claire. Voilà. Et c'est quand on a pris conscience que ce chemin d'entreprise à mission était vraiment transformateur pour l'entreprise, assez puissant, qu'on a décidé avec les chercheurs de l'économie de créer l'association de la communauté des entreprises à mission en 2018 pour offrir un cadre de partage aux dirigeants qui souhaitaient rendre leur entreprise plus contributive aux enjeux sociaux, environnementaux. Merci beaucoup Emery, merci beaucoup Pascal. Donc on plante le décor, vous êtes deux entreprises en mission extrêmement engagées. Vous l'avez dit, vous avez exposé vos visions. La question qu'on se pose, et c'est un petit peu le sujet ce matin, c'est quel est le sens de votre rapprochement conjoint, puisque voilà, vous faites sens individuellement, mais comme on l'a dit, dans un écosystème évidemment. Et donc, en quelques mots chacun, pourquoi ce rapprochement entre ces deux entreprises? Alors, on l'a dit au début, les valeurs, l'implantation géographique, plein d'éléments. Mais en une phrase chacun, quel est le sens, en 2 phrases, Pascal, le sens de ce rapprochement de deux entreprises à mission qui sont extrêmement fortes, mais extrêmement différentes en fait, mais complémentaires. Juste, voilà, Pascal. Le sens du rapprochement, il est évidemment à la fois propre à la stratégie de chaque entreprise. Emery nous expliquera pourquoi il était nécessaire que la Maïf rachète la Camif à ce moment-là. Pour ce qui nous concerne, il y avait la volonté d'un début finalement de diversification, et du coup c'est là qu'on rejoint la deuxième question qui est celle de qu'est-ce qui rapproche, pourquoi la Camif au fond, et qu'est-ce qui rapproche Maïf et Camif, qui sont d'évidence des objets très, très différents, qui ont en revanche une histoire commune relativement forte. Camif, ça doit être quelque chose comme c'est quoi, c'est centrale d'achat la coopérative des adhérents aux mutuelles des instituteurs de France. C'est ça, mais de ça la mutuelle aussi des instituteurs choisir d'acheter Made in France. Bien sûr, il y a plein mais en tout cas historiquement c'est significations. bien mutuelle des instituteurs de France qui est visé, donc ça dit quelque chose de l'histoire commune et puis des valeurs communes. Et pour nous, c'est effectivement l'occasion de tester, au fond, la question de savoir si Maïf peut être identifié comme une marque débordant le strict champ de l'assurance et reconnue
sur ce champ du bien commun, de l'engagement, de la contribution sur des métiers qui ne sont pas ces métiers d'origine. Merci Pascal. Emery, pour compléter. Le timing pour nous, c'était qu'on arrivait un peu à un fin de cycle en termes d'investissement pour les fonds qui nous ont fait confiance, notamment un fonds d'impact qui est rentré en 2009 puis en 2013 dans notre capital, et qu'il fallait trouver d'autres partenaires financiers pour accompagner le développement de l'entreprise. Et qu'à ce moment-là, je me suis dit finalement le meilleur alignement possible, c'est de trouver des gens qui nous ressemblent et qui partagent cette vision qu'on a dans l'entreprise. Il n'y en a pas tant que ça dans les fonds d'investissement, et en même temps qui redonne du temps long au projet de l'entreprise. Et voilà, et puis donc ça semblait une sorte d'évidence compte tenu de la vision commune qu'on a sur le rôle et l'engagement de l'entreprise. Voilà, Maïf, c'est une sorte de... Voilà. Il y a un alignement aussi des clients, Pascal le disait. Je crois 4 millions de sociétaires qui sont tout à fait alignés par rapport à la proposition de valeur Camif, qui souhaitent eux-mêmes s'engager dans une consommation plus responsable. Et pour nous, on est dans un marché qui est, je ne fais pas de dessin, mais le e-commerce est quand même extrêmement compétitif, extrêmement concurrentiel. Et tout le monde dépend des GAFA, en gros, pour générer du trafic sur son site. Si on n'est pas sur Google aujourd'hui, on est quasiment inexistant, en fait. Et c'était aussi pour nous une façon de réduire notre dépendance à ces plateformes pour trouver un alignement avec des consommateurs qui sont en phase avec notre positionnement et avec nos choix de valeur, avec la consommation responsable. Donc pour ça, c'est bien. Et puis en termes d'innovation, je pense qu'il y a aussi de nouveaux modèles à inventer. On parlait de l'économie circulaire, d'économie de la fonctionnalité, où on pourrait imaginer des offres où, là on est en train de développer ça, un petit peu un teasing, de la location de meubles pour notamment les chambres enfants, chambres bébés, chambres enfants, chambres ados, voilà, tout ça. Et pourquoi pas inventer une offre avec de l'assurance autour de ça. Donc ça me semble des idées qu'on peut imaginer pour le futur. Voilà, je crois beaucoup à l'hybridation. Je crois beaucoup à l'hybridation qui crée de la valeur. Et là, il y a beaucoup de valeurs communes, donc peu de doute qu'on créera de la valeur. Merci Emery. Alors on a commencé un peu à en parler, mais donc concrètement, si on se dit quelles sont les actions qui ont été mises en œuvre pour encourager cette consommation responsable du côté des sociétaires, Pascal, est-ce qu'on peut citer, il y a un énorme champ d'action qui a déployé la Maïf sur les actions concrètes pour le client, que ce soit en termes de pièces de réemploi, etc. Mais concrètement, si tu peux nous donner quelques exemples phares de ce que voit le sociétaire au quotidien de ces actions. Si on peut en citer quelques-unes, il y en a énormément. Hein, oui, il y en a énormément. Tu as cité en effet une des plus emblématiques, qui est celle des pièces de réemploi, où Maïf a été relativement pionnier sur le sujet, avec toutes les difficultés inhérentes d'ailleurs, de restructuration de la filière des épavistes, etc. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Il y a ce que le sociétaire voit directement. Alors, sur l'assurance dommage, tu as cité un exemple. Le sociétaire, c'est aussi un épargnant qui consomme des produits d'assurance vie notamment, mais pas exclusivement. Et là, pour le coup, et de PER et autres, et là, pour le coup, il a accès à des produits qui sont totalement labellisés et dont il sait que derrière, les placements qui seront faits de son épargne le sont à l'égard d'entreprises elles-mêmes. Enfin, on a alors, différents labels, mais y compris Greenfin, qui est quand même un label un petit peu exigeant. Donc, il y a énormément d'investissements verts derrière. Il y a évidemment une politique de placement et des interdictions que nous fixons à nous-mêmes, notamment de certains secteurs, qui est extrêmement exigeante. On s'est retiré, par exemple, de la totalité de l'énergie carbonée. Nous non seulement nous n'investissons plus, mais nous n'avons plus de placement dans les énergies carbonées, les énergies fossiles aujourd'hui. Donc, en tant qu'assuré, en tant qu'épargnant, et puis il y a tout ce qu'il ne voit pas, parce qu'on agit bien sûr à travers nos placements, bien sûr à travers notre activité d'assurance, mais aussi en tant qu'entreprise. Je parlais tout à l'heure de l'IT. Voilà, il y a une manière de faire de l'IT, une manière à la fois
d'être citoyen sur la question des données personnelles naturellement, mais aussi écologique sur la question de, par exemple, de la réutilisation, de l'utilisation de la chaleur des serveurs pour chauffer le siège, etc. On pourrait multiplier à l'infini les exemples de ce que l'on fait concrètement. Oui. Comme tu l'as dit, un champ extrêmement large. Alors, Emery, tu as parlé de quelques actions, même en teasing. Tu parlais tout à l'heure avec Catherine des renoncements. Je trouvais ça intéressant aussi de voir un gros renoncement qui a été fait aussi vis-à-vis des clients Camif. Est-ce que tu peux nous en parler ? Je pense au Black Friday notamment. Notre engagement des choses comme sur la consommation responsable, il a pris un tournant très fort et c'était un marqueur très fort de notre engagement là-dessus en 2017 quand on fait pour la première fois, donc c'était 15 jours après avoir inscrit dans les statuts la mission et que je convoque mes actionnaires pour leur dire qu'on va fermer le site camif.fr pour le meilleur jour du e-commerce de l'année, le Black Friday. Ça n'a pas été mon meilleur comité stratégique. Mais finalement, comme c'était tout à fait cohérent par rapport à la mission de l'entreprise et par rapport à son objet social, puisque dans notre objet social, on a le premier objectif de mission, c'est d'informer, de sensibiliser sur la consommation responsable. Et moi, je crois que parfois, il faut des actions assez radicales et ça a été notre premier renoncement très fort. Alors, le boycott du Black Friday qu'on fait depuis 2017, même s'il est à court terme, il n'a pas été bon pour le chiffre. Sur le temps long, on s'aperçoit des bénéfices pour la marque. On est devenu la marque préférée des Français dans l'équipement de la maison pour notre engagement consommation responsable. Et quand aujourd'hui les consommateurs se tournent de plus en plus vers des marques engagées, ils veulent des preuves, et c'est une belle preuve de l'engagement. Ça ne nous a pas empêché sur 5 ans de faire 50% de croissance, donc c'est pas sur le temps long, ça s'est pas avéré si mauvais que ça. Et puis impact super positif parce que le débat presque politique entre consommation responsable d'une part et surconsommation de l'autre, il est vraiment installé dans la société. L'année dernière, il y a eu 1500 sites e-commerce qui ont eu boycotté le Black Friday. On était seuls en 2017. Donc on voit qu'on a eu un impact positif qui va bien au-delà de la taille de l'entreprise, bien au-delà du secteur de l'entreprise, et qui est un enjeu clé, c'est il faut qu'on change nos modes de consommation. Et c'est exactement le profil de nos nouveaux clients qu'on a recrutés, qui représentent aujourd'hui 80% de nos clients, qui sont plus jeunes, qui n'ont pas plus de moyens que les autres, mais qui font beaucoup plus d'arbitrage au quotidien dans leur acte de consommation. Donc ils consomment moins, ils n'ont pas le dernier smartphone à la mode, ils achètent 3 fois plus d'occasions et ça leur libère du pouvoir d'achat pour quand ils ont envie de se payer un bon lit ou un bon canapé, ils vont mettre le prix, mais où ils vont mettre aussi l'attention, à savoir d'où ça vient, comment c'est fabriqué, dans quelles conditions sociales, environnementales. C'est la transparence qu'ils vont trouver sur camif.fr sur tout ça, toutes ces informations qui va faire que ils vont privilégier Camif plutôt qu'un autre acteur. Voilà. C'est un exemple de renoncement. Oui, il y en a d'autres. L'année dernière, on décide de couper tous les produits qu'on achetait encore en dehors d'Europe. C'était quand même 7,4% du catalogue. Là aussi, ça n'a pas été bon à court terme pour le chiffre. Mais ma conviction, c'est que les renoncements d'aujourd'hui, c'est les profits de demain. Parce que renoncer, c'est s'aligner. Et quand on est aligné, ça génère beaucoup d'énergie positive dans l'entreprise, de la fierté des collaborateurs. Ça crée aussi une tension. Il faut aller chercher des alternatives, relocaliser. Mais on ne trouvera plus de micro-ondes sur camif.fr tant qu'on n'aura pas trouvé un fabricant français pour nous fabriquer des micro-ondes. Mais c'est pas grave. Voilà. Par contre, ça crée de la clarté pour la marque. Les consommateurs, quand ils viennent sur camif.fr, ils connaissent ces engagements et ils viennent précisément pour ça. Voilà, et je pense que dans un moment où on a beaucoup parlé depuis la rentrée de la sobriété, un peu subie malheureusement, mais finalement le cadre de la société à mission permet une sobriété choisie et probablement un très bon cadre pour s'aligner et puis développer un modèle économique plus sobre et plus viable en fait. Merci Emery. Alors juste pour conclure chacun, on va commencer par Pascal. Juste quelles sont, il y a des actions, on l'a vu, et puis il y a des actions qui vont être mises en œuvre pour demain. Il y a des grandes ambitions à la Maïf encore plus globales au niveau sociétal. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur les grands sujets, les grandes actions à venir côté Maïf ? Je dirais au fond, moi, que on peut définir ça comme 3 ambitions fortes. La première, c'est évidemment de toujours aller plus loin dans la recherche d'un impact positif.
enfin voilà, on pourrait là aussi l'illustrer de manière concrète. Je crois que ce qui est important, c'est de systématiser ce modèle d'entreprise qui finalement repose sur cette question de l'engagement et le systématiser dans chaque métier de l'entreprise, ce que l'on est en train de faire, hein, y compris dans le pilotage global de l'entreprise. On n'a pas le temps d'y revenir, mais c'est un sujet relativement intéressant de placer cette question de la recherche d'impact au cœur même du pilotage, de la sélection des projets, du choix du pilotage de l'activité, etc., de l'intéressement des collaborateurs. C'est un sujet assez passionnant. Donc évidemment, aller plus loin là-dedans. La deuxième ambition, au fond, c'est de démontrer et de le démontrer, chiffres à l'appui, modélisation à l'appui, la manière dont cet engagement de l'entreprise crée, comme le disait Emery, de la performance à moyen terme. Hein, pas nécessairement à court terme, parce que ça peut nécessiter des renoncements, ça peut nécessiter des investissements, ça peut nécessiter un coût à court terme, un coût subi à court terme, mais démontrer, et encore une fois, en le modélisant, combien ça rapporte sur le moyen terme. On a très largement engagé cette démarche. Mais voilà, des choix qui peuvent paraître aller complètement à l'encontre des intérêts de l'entreprise. Je prends juste un exemple relativement récent, ça commence à dater un tout petit peu. Mars 2020, premier confinement. Évidemment, plus aucune voiture dans les rues par hypothèse, puisque tout le monde est chez soi. Nous décidons de rembourser la prime d'assurance correspondant à la période du confinement, parce qu'on considère qu'on n'est pas légitime au fait de conserver une prime alors qu'il n'y a plus d'accident à rembourser. Évidemment, c'est un coût gigantesque pour nous. Quand je dis gigantesque, ça veut dire que c'est un coût qui est, pas tout à fait, mais dont l'ordre de grandeur est à peu près notre résultat annuel. Hein, donc on imagine l'investissement que ça génère. Jamais depuis, la Maïf n'avait connu une croissance, un développement aussi important que depuis 2020. En 2021, on a battu le record historique. La Maïf date de 1934. On a battu le record historique de développement, c'est-à-dire de nombre de sociétaires supplémentaires en fin d'année par rapport au début de l'année. En 2022, on est sur une tendance d'environ un tiers supérieure à celle de 2021. On voit bien que effectivement tout ça sur le moyen terme, et encore une fois, on pourrait là aussi multiplier les exemples. C'est la deuxième ambition, c'est véritablement de faire la démonstration de cette corrélation entre engagement et performance de moyen terme. Et puis la troisième ambition, elle va un petit peu au-delà de la Maïf, c'est-à-dire c'est évidemment faisons en sorte que, et essayons de contribuer au fait que demain plus d'entreprises s'engagent, qu'il y ait un mouvement beaucoup plus large, puisque c'est évidemment à cette seule condition que l'on arrivera à contribuer efficacement aux grands défis qui sont devant nous, et notamment le défi climatique. Et on a plusieurs leviers d'action pour cela. Bien sûr, une forme je mets des guillemets et en restant bien sûr très, très modeste, mais une forme d'exemplarité de ce que la Maïf fait. C'est pour ça qu'il est important de montrer les répercussions sur l'efficacité, sur la performance de l'entreprise, hein, pour pouvoir convaincre d'autres entreprises de s'engager dans cette voie. Et puis, je crois qu'il y a un dialogue permanent à nourrir avec les pouvoirs publics. Moi, je pense qu'il est de la responsabilité des pouvoirs publics de créer les conditions d'incitation, sans contrainte naturellement, ça n'aurait pas de sens, mais d'incitation au bénéfice des entreprises pour qu'effectivement elles aient un intérêt encore plus immédiat et plus net à s'engager. C'est la problématique évidemment de la conditionnalité des aides publiques, c'est la problématique de la commande publique, 200 milliards d'euros par an, avec finalement une relativement faible conditionnalité. C'est la question, pourquoi pas, de la modulation d'une partie de la fiscalité pesant sur les entreprises en fonction du comportement de ces entreprises. C'est demain
et notamment sur la base de ce qui est en train d'être mis en place avec CSRD, c'est demain la création d'un impact score qui mesure effectivement et de manière précise ce comportement de l'entreprise. Merci, des très belles ambitions. Emery, de ton côté, que ce soit pour la CAMIF ou pour la communauté aussi des entreprises à mission, parce que ça aussi c'est important, tu en as parlé tout à l'heure. Pour CAMIF, le projet est très clair, c'est de bâtir le champion de la consommation responsable. Donc il y a encore du chemin, mais le jour où les 70 000 sinistres Maïf s'équiperont 100% CAMIF et que les 4 millions de sociétés achèteront 100% CAMIF, on aura réussi. Donc bon, voilà, je crois qu'il y a vraiment un nouveau modèle à développer et CAMIF incarne ce nouveau modèle. Au-delà de CAMIF, l'ambition aujourd'hui au sein de la communauté des entreprises à mission, on a monté un observatoire des sociétés à mission. Aujourd'hui, on est à 750 sociétés à mission en France. La loi PAC, c'est une vraie innovation dans le droit pour offrir ce cadre aux dirigeants qui veulent s'inscrire sur ce chemin de la contribution positive de leur entreprise. Il est récent encore, 2020, donc il y a encore beaucoup de chemin, mais 750, c'est déjà pas mal, parce qu'en fait, c'est déjà 2 fois plus que l'année dernière, à la même époque. Ensuite, on sait que c'est un chemin qui est long, qui prend du temps, parce que pour faire une bonne mission, bien la décliner, ça prend 2 ans, on va dire, en moyenne. Donc on est encore au tout début de la vague. Donc il y a un enjeu de continuer à faire connaître ce modèle, comme le disait Pascal, montrer, prouver l'impact positif qu'il a sur la performance de l'entreprise, mais c'est sort d'évidence, quand on a des gens qui sont bien engagés dans l'entreprise, déjà tout de suite ça va beaucoup mieux. Et puis continuer de l'enrichir, ce modèle, et c'est ce qu'on fait au sein de la communauté des entreprises à mission, beaucoup de travaux pour continuer à nourrir le modèle et à l'enrichir du retour d'expérience des uns et des autres. Et enfin, probablement bâtir un cadre européen pour cette économie plus contributive. Il y a un enjeu que ça dépasse nos frontières, bien sûr. Il existe déjà des modèles un peu similaires en Italie, avec la Società Benefit, en Espagne, ça vient d'être voté cet été. En Suède, je suis intervenu au Parlement suédois, ils étaient intéressés par le modèle, ils étaient même très embêtés qu'ils ne soient pas pionniers sur ce sujet, pour une fois. Et donc, je crois au fait qu'il y a des valeurs en Europe et un enjeu de souveraineté pour bâtir ce cadre de l'économie contributive, et que ce qu'on a fait avec l'innovation dans la loi Pacte en France peut servir de modèle, ou en tout cas inspirer un modèle d'entreprise plus contributive. Et au-delà de ce qui est déjà fait sur la RSE ou le cadre de la CSRD, parce que la mission, quelque chose qui va vraiment plus loin, elle réinterroge le sens de l'entreprise et son impact, l'impact positif qu'elle cherche à apporter à la société. Donc voilà, l'enjeu de 10 000 sociétés à mission dans 2 ans, voilà, et puis un cadre européen avant 2024. Rêvons. Mais enfin, en France, on a mis entre les travaux des chercheurs 2008 et la loi Pacte, c'est passé 11 ans, donc là on est vraiment sur un temps long. Il me reste à vous remercier beaucoup pour vos modèles très inspirants, votre exemplarité et tout ce que vous faites au quotidien. Et vraiment, ce rapprochement, c'est une belle étape pour la suite. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Nelly. Merci.